Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation intitulée « Richesse » a été réalisée le 8 mai 2021. Tout au long de l'histoire, les humains ont forgé leur sentiment de sécurité dans les biens matériels, dans les choses qu'ils peuvent accumuler. Ils se sentent en sécurité en possédant des choses qui leur donnent un ancrage dans la vie. Et ce qui est étrange, c'est que bien que tout le monde cherche à obtenir des choses pour se sentir en sécurité, ils critiquent ou détestent en même temps ceux qui ont réussi à les posséder. D'où vient cette dichotomie par rapport à la richesse ? Nous avons déjà parlé de ce que signifie richesse. Dans les langues latines, le mot richesse vient de l'indo-européen reg, qui signifie régner, diriger, fixer des limites, ce qui a donné naissance au terme gothique rex, signifiant puissant, et a donc donné naissance au mot roi et reine, ou au concept d'être riche financièrement. En anglais, le mot wealth vient de well, qui signifie être bien, avec le suffixe ts, qui signifie le concept général d'être bien à tous les égards, le bien-être. Par conséquent, d'un point de vue étymologique, c'est la capacité à régir son propre bien-être. C'est exact. Mais pour atteindre ce bien-être, il faut se battre. La nature semble harmonieuse, et elle l'est. Mais elle est en proie à une lutte constante pour les ressources. Ne nous voyons pas cette lutte, car chaque être a réussi à interagir avec les autres dans un état de symbiose qui permet la pérennité des espèces, sans qu'elles ne se détruisent mutuellement. Mais en substance, l'échange énergétique est primordial et parfois vorace. Tout cela pour obtenir un peu d'énergie. Les plantes à la recherche de lumière, se piétinant les unes les autres, les animaux consommant les plantes, les prédateurs chassant leurs proies. Et puis, l'humain apparaît. Lui-même n'est pas en dehors de ce jeu. Il doit donc s'efforcer d'obtenir cette énergie. Plus il peut stocker l'énergie, plus il a de temps pour développer de nouvelles choses. Lorsque l'individu accumule des biens nécessaires à la survie de base, il obtient quelque chose de très important qui définira les sociétés humaines et leur développement. Quoi ? Le temps. Le temps auparavant consacré à se procurer de la nourriture ou de l'eau, ou un endroit où dormir, commence à être consacré à d'autres choses, à développer des outils, des idées, de l'art. Ainsi, un individu dispose de plus de temps pour élaborer des stratégies lui permettant d'obtenir une plus grande sécurité pour garantir ce qu'il mange, où il dort et ce qu'il produit. Le temps a l'unité de valeur la plus importante, car les choses tirent leur valeur davantage du temps nécessaire à leur production que du produit lui-même. Ce n'est pas la même chose d'acheter une bouteille d'eau qui se produit facilement en purifiant l'eau de source ou de lac que d'acheter une bouteille de tequila âgée, pour laquelle l'agave a besoin d'environ 7 ans avant d'être récoltée et de 12 à 36 mois pour être produit. Le temps de développement d'une chose a plus de valeur que l'objet lui-même. C'est précisément ce qui donne de la valeur aux choses. Ainsi, le travail des personnes pour obtenir quelque chose est ce qui donne de la valeur au résultat. Cela a donné naissance à une culture du travail qui visait le bien-être personnel. C'est ainsi que sont nées les notions de richesse. Tu te souviens comment c'était à l'Atlantide ? Oui, dans les colonies atlantes, on ne parlait pas de pauvreté comme on en parle aujourd'hui. Et cela parce qu'on considérait que les différentes classes sociales étaient riches à différents égards. Il y avait ceux qui étaient riches en poissons, ceux qui étaient riches en vaches, ceux qui étaient riches en blé, ceux qui étaient riches en chèvres, ceux qui étaient riches en savoir, ceux qui étaient riches en moyens de transport.
différentes richesses qui rendaient tout le monde prospère. Cette idée est utile en période de stabilité, mais cela n'a pas toujours été le cas. Lorsque survenaient des moments d'instabilité sociale, de changement climatique, d'insécurité dus à des invasions, le régent ou roi prenait les rênes de la société et commandait. Dans de nombreux cas, l'instabilité planétaire croissante a bouleversé la société atlante, la faisant basculer vers des autarchies et des régimes autoritaires qui, comme dans de nombreuses régions du monde, ont fini par devenir des monarchies absolues. L'absolutisme est une forme de régence en temps de crise qui s'est systématisée car elle constituait un outil de contrôle accru et un générateur de pouvoir. Les rois et les reines assuraient la stabilité d'un pays, car leur vie et la succession de celle-ci à leurs enfants impliquaient une image d'équilibre et de force étatique face à leur ennemi potentiel. Et pour montrer qu'ils avaient du pouvoir, ils devaient montrer ce qu'ils étaient capables d'accomplir. Un roi austère dénotait une pauvreté en ressources, quelqu'un qui ne possédait pas des moyens financiers pour entretenir des guerriers et des armées. Mais un roi vêtu d'or, qui affichait l'opulence de sa vie, inspirait le respect, car s'il possédait tant de choses, cela signifiait qu'il pouvait également entretenir une grande armée. Une question d'apparence. Il se déguisait en quelque sorte pour démontrer son pouvoir. Et ce pouvoir, comme nous l'avons vu autrefois, était conféré par le divin depuis l'époque chamanique, il y a des milliers d'années, où le souverain était oint par les voies totémiques. Les familles régnantes des civilisations perpétuaient cette tradition, et ainsi le pouvoir spirituel interne et le pouvoir matériel externe s'unissaient pour former la classe sociale puissante. Leur apparence ne pouvait pas être celle d'un citoyen ordinaire. Ils devaient s'imposer presque au niveau des dieux. Cela faisait que leurs adversaires les voyaient comme des divinités sur terre. Ils craignaient de les affronter. L'accumulation de richesses était un symbole de sécurité, mais en raison de ces absolutismes, elle devint également une image de domination. De nombreux régents n'utilisaient pas ces parures pour effrayer leurs ennemis, mais pour faire craindre leurs propres sujets. Dans les villages, on pouvait voir comment ceux qui, auparavant, travaillaient pour subvenir à leurs besoins, se corrompaient pour obtenir une place plus proche du roi ou de la reine. Après les révolutions, les féodaux devinrent des bourgeois et créèrent les premières entreprises qui apportèrent de la sécurité aux citoyens les plus modestes. Des opportunités de croissance s'offrirent. Cependant, la tradition entretenait la croyance selon laquelle ceux qui s'enrichissaient en possédant plus valaient aussi plus. Et, à l'instar des souverains, ils commencèrent à s'enrichir aux dépens de leurs employés, comme s'il s'agissait d'esclaves ou de sujets. Cette ancienne tradition selon laquelle celui qui possède le plus s'enrichit davantage a généré une multitude d'individus qui recherchaient le pouvoir par-dessus tout, au-delà du matériel. Ils prétendaient être les maîtres du tout. C'est là que l'idée de richesse se corrompt, tu comprends ? C'est là que la richesse cesse d'être considérée comme un symbole de sécurité pour devenir un symbole d'oppression. Oui, je comprends bien sûr. Pour le commun des mortels, la quête de la richesse consiste à avoir le nécessaire et la sécurité de le conserver au fil du temps, et surtout à pouvoir gagner du temps, pour pouvoir développer d'autres choses, des idées, des projets, des loisirs, en quelque sorte, pouvoir vivre et cesser de survivre. Mais ceux qui ont vu dans cette accumulation le pouvoir, la domination, la régence, ont utilisé les ressources de la vie pour contrôler les autres, se plaçant au-dessus de tous. C'est ce qui a donné naissance à l'idée que les riches sont mauvais, et la société a attribué les problèmes d'inégalité aux riches, alors que ce n'est pas le cas. Ce ne sont pas les riches qui rendent le monde inégal, ce sont les puissants qui le façonnent ainsi. Ce sont ceux qui gardent sans partager, ceux qui administrent sans projeter, ceux qui accumulent sans développement. C'est pourquoi, au fil de tant de luttes contre les puissants, les esclavagistes, les colonisateurs, les dictateurs, l'idée que le monde se fait de la richesse a fini par être remise en cause. Tout le monde veut gagner et être riche,
Mais en même temps, on reproche aux riches de rendre les autres pauvres. Comment résoudre cela? Les mouvements révolutionnaires du XVIIIe siècle, qui ont marqué le début de l'indépendance de la plupart des pays des Amériques, ainsi que les mouvements migratoires des peuples opprimés d'Europe vers le nouveau continent au XIXe siècle, tout comme la vague de séparation et d'indépendance des territoires d'Afrique et d'Asie, ont donné aux individus, aux pauvres et aux esclaves, un pouvoir jamais vu auparavant dans l'histoire. Et même si de nombreuses inégalités persistent aujourd'hui, nous ne devons jamais oublier que toutes ces avancées ne remontent qu'à 245 ans. Autrement dit, seulement 3 vies complètes d'individus consécutifs dans l'histoire ayant vécu moyenne 80 ans chacun. C'est très récent, très peu de temps. C'est très peu pour résoudre une inégalité qui perdure depuis au moins 10 000 ans d'histoire humaine, période qui couvrirait environ 125 générations de 80 ans chacune, ce qui est impossible car vivre jusqu'à 80 ans est un phénomène relativement récent. Puis, l'espérance de la vie moyenne était de 60 ans il y a 1000 ans, de 50 ans il y a 2000 ans et de 40 ans il y a 10 000 ans. Bien sûr, de nombreux millénaires passés à vivre d'une manière qui a commencé à changer en à peine 3 siècles. Et dont le changement n'a connu une croissance exponentielle qu'au cours des 20 dernières années. Au cours de ces 300 ans, les luttes pour l'indépendance face au pouvoir absolutiste, les guerres pour la liberté, les révolutions idéologiques, la fin de l'esclavage, l'avènement du libre marché, les droits de l'homme, tout cela a favorisé un soulèvement contre le concept des puissants du passé, contre les fiefs, les royaumes et la bourgeoisie, qui a donné naissance à des philosophies telles que le communisme social, dans lequel on prétendait éliminer la possibilité de la richesse. Une autre de ces erreurs que l'on commet, comme avec l'argent ou les forces de sécurité. Nous pensons que c'est l'objet ou le sujet qui pose problème, en croyant qu'en éliminant, nous nous débarrasserons du problème, alors que ce n'est pas le cas. Le problème, c'est le concept. C'est la manière dont on gère l'objet ou le sujet qui le rend nuisible. La seule raison pour laquelle quelqu'un travaille est d'obtenir des ressources qui lui apportent stabilité et tranquillité, mais surtout d'obtenir la liberté personnelle de se développer. Empêcher la richesse, c'est empêcher la volonté de développement, car richesse et développement vont de pair, puisque c'est dans le développement que la richesse se produit. Et à l'inverse, la richesse sans développement engendre la stagnation. On ne peut pas contrôler la richesse, mais on peut mettre en place des mécanismes de développement pour les individus. On ne peut pas redistribuer la richesse, comme nous l'avons déjà dit, car cela enlève à l'individu toute possibilité de développement. Et la richesse accumulée sans développement, lorsqu'elle est redistribuée de manière équitable, s'épuise, laissant plus de gens dans la pauvreté qu'auparavant. C'est ce que l'on observe dans de nombreux pays aujourd'hui. Je constate surtout en Amérique latine comment de nombreuses sociétés en prient à ceux qui produisent pour donner à ceux qui ne produisent pas, en principe dans un but d'équité, pour distribuer les richesses, mais pas pour offrir des opportunités. Ce qui fait qu'il y a de plus en plus de pauvres, et cela conduit à la dépendance, qui est insoutenable, utile uniquement aux États autoritaires, qui recherchent le pouvoir plutôt que la richesse. Le discours consistant à aimer les pauvres et à haïr les riches, tout en parlant de développement et de croissance. N'est-ce pas une idée bipolaire? Du point de vue des lois naturelles, c'est une pensée illogique. Les notions de pauvres et de riches ont été conçues lors des révolutions sociales. Comme le disait Karl Marx, la lutte des classes. Comment comprendre cela? C'est l'un des postulats les plus éloignés de l'humanisme que l'on puisse imaginer, car il éloigne les individus de leur humanité, de leur être, pour les réduire au concept de classisme. Selon ces idées, le capitalisme divise la société en classes, c'est-à-dire qu'il existe une classification des personnes, depuis ceux qui ont le moins, les indigents, jusqu'à ceux qui ont le plus, les puissants, en passant par les pauvres, la classe basse, la classe moyenne supérieure, la classe supérieure, les riches, les millionnaires et les multimillionnaires. La lutte s'inscrit
dans la voracité du système où les individus d'une classe doivent se battre pour parvenir à monter dans la classe supérieure, en rivalisant entre eux, en se détruisant les uns les autres, tandis que ceux des classes supérieures mettent toutes leurs ressources à disposition pour empêcher ceux d'en bas de monter et de leur prendre leur place. Ils abusent de l'argent et du pouvoir pour contrôler les mécanismes qui régulent les classes inférieures. Mais c'est un peu comme ça aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Cependant, la solution à cela n'est pas non plus la meilleure, car la proposition consiste à aller jusqu'au bout, éliminer toutes ces classes et répartir l'argent entre tous les individus de manière équitable pour que tous aient la même chose et empêcher certains d'en avoir plus. La distribution communiste. En théorie, tant le capitalisme que le communisme fonctionnent. En pratique, non. Mais pourquoi utilisons-nous l'un ou l'autre? Ou pourquoi le capitalisme semble-t-il fonctionner? Le communisme, en théorie, est un conte d'égalité qui détruit les libertés individuelles et va à l'encontre de ce qui donne véritablement de la valeur aux choses. Tu te souviens de quoi il s'agissait? Le temps. Dans le communisme, si un travail simple et mécanique, comme redistribuer le courrier, te prend 2 heures par jour, tu gagneras 1 000 $ par mois. Et ton voisin qui a décidé de devenir cardiologue et qui, pour exercer son métier, a dû étudier pendant 6 ans, plus des spécialisations et des formations continues annuelles, devra opérer pendant de longues heures, touchera à la fin du mois 1 000 $. Tout le monde aura la même chose, mais l'un aura investi un mois de stage et l'autre des années de sa vie à sauver des vies. On pourrait dire que cela enlève de la valeur à un travail de cette manière. Mais est-ce que cela signifie qu'un médecin a plus de valeur qu'un autre, ou que la médecine ne doit pas être publique et gratuite? Le mérite vient de l'indo-européen méré, qui signifie partager, et qui a donné naissance au concept de part, et a fini par être interprété en latin comme obtenir une part, puis gagner quelque chose, faire partie de quelque chose dont on retire une part. C'est cela le mérite. Il est la base du travail, de l'enrichissement physique, émotionnel et mental d'un être. Tout travail mérite d'être reconnu, de celui qui balaye la rue au plus grand entrepreneur. Le mérite est une réussite personnelle, celle d'un individu que personne ne peut vous enlever pour des raisons idéologiques. D'un autre côté, la vie est un droit, et en tant que tel, la santé, qu'il s'agisse d'apprendre à vivre ou de soigner une maladie, devrait être à la disposition de ceux qui contribuent à sa guérison. Le mérite et la santé publique pourraient aller de pair si l'on comprenait que la santé n'est pas un service offert gratuitement par le gouvernement à la population, mais un droit financé par les impôts des citoyens. Bien sûr, je comprends. Le gouvernement est comme cette caisse dans laquelle les citoyens versent de l'argent pour obtenir des services en échange. On génère de la richesse en travaillant librement pour acquérir ses propres mérites et en partageant une partie avec la société en la restituant sous forme de services. Mais lorsque ces services ne servent qu'à des fins politiques, cela cesse d'être un système de richesse pour devenir un système de pauvreté. C'est pourquoi le communisme et les idées socialistes échouent souvent sans fondement, car la base de tout individu est le développement, et on ne peut pas partager qu'à partir de la richesse, pas à partir de la pauvreté. Ainsi, s'opposer aux riches, c'est perdre la bataille. Il ne faut pas réduire le nombre de riches pour que d'autres puissent posséder et ne plus être pauvres. Mais il faut encourager les pauvres à devenir plus riches. Et pourquoi ne fait-on pas cela? Parce qu'une personne riche se sent sûre de son pouvoir. Elle est capable de se développer par elle-même. Elle gagne du temps. Elle réfléchit, elle grandit. Elle est libre. Et par conséquent, elle ne dépend pas de la politique. La politique, qui au lieu de rechercher la richesse, recherche le pouvoir, a besoin de personnes qui dépendent d'elle, riches comme pauvres, pour maintenir son statut. Donc le problème, c'est la politique des puissants. Et tu ne peux pas les éliminer, parce qu'ils ne sont pas le vrai problème. Quel est-il alors? C'est que les gens ne se sentent pas riches à l'intérieur. Ils ne possèdent ni pouvoir propre,
ni force, ni abondance, et cela les conduit à les chercher à l'extérieur, en dévorant ce qui les entoure. C'est ainsi qu'une personne se déséquilibre et perd son axe. C'est la croissance intérieure, le développement de l'être, la véritable clé de la solution à tous les problèmes. Et qu'en est-il du capitalisme en tant que symbole actuel de la richesse? Les entrepreneurs sont l'équivalent des politiciens sur ces questions. Les entrepreneurs qui ne vivent que pour obtenir le pouvoir génèrent des inégalités et de la concurrence. La clé fondamentale est la liberté de développement individuel, mais à un coût très élevé. La fameuse lutte des classes. C'est une dévastation des personnes, considérées comme des ressources génératrices, des producteurs d'énergie, et non comme des êtres humains. Cela ne fonctionne pas, car, bien qu'il se vante de sa capacité à générer de la richesse, il y a toujours des pauvres. Pourquoi? Pour la même raison qu'il y a des politiciens puissants, parce qu'ils oublient que le fondement de l'abondance est le partage, et que partager, ce n'est pas donner, mais créer des opportunités. Lorsque nous offrons aux autres la possibilité de grandir avec nous, nous grandissons bien davantage. La dynamique du groupe génère une plus grande croissance et expansion. Donc la solution à la richesse consiste à changer la conception que nous en avons, en la comprenant comme une forme d'autogouvernance, de développement, et que pour y parvenir, nous devons le faire en réseau, en grandissant tous ensemble, et non les uns contre les autres, en nous concentrant non pas sur le résultat, mais sur le processus. L'équilibre réside justement là, dans le fait de transcender l'idée qu'il faut prendre à certains pour donner à d'autres, ou qu'il faut tout libérer pour que chacun puisse rivaliser et grandir comme il l'entend. Il faut parvenir à l'idée que ce qu'il faut offrir, c'est l'opportunité d'une croissance constante, de manière interactive en réseau. Et cela s'obtient en éveillant la volonté des individus de développer leur être en tant qu'être humain, physiquement, émotionnellement et mentalement. Une tâche ardue. Cela fait 10 000 ans que nous vivons dans les mêmes systèmes, seulement 300 que nous avons commencé à les transformer. Je crois que nous aurons encore le temps, car le temps est notre véritable richesse. De la patience donc. Mais sans s'arrêter, le temps est la véritable valeur de la vie, et ce que tu fais de ton temps peut faire la différence dans l'histoire. Je reconnais la richesse en moi, et je m'accepte en tant que personne riche, afin de propager cette richesse dans les réseaux du futur. Commence par rappeler à tous ce qu'ils veulent. Respire profondément et retrouve le courage en toi-même. Et avec ce courage, je me lance pour développer un nouveau monde.